l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les tuches à l'Élysée, Macron rouve, la bassesse décorée, Brigitte Macron à Washington pour le bien-être des enfants, provocation, et puis le prix de l'essence s'envole entre impuissance et communication. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Michel C, Lily Lamontagne, Christine Ray et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur la disparition de Lionel Jospin. Certains m'ont reproché assez vivement d'avoir attaqué l'ancien Premier ministre socialiste. Que voulez-vous que je fasse? L'hypocrite et lui lancer des fleurs? Le bilan de Jospin est effroyable pour notre pays et chaque entretien témoigne de l'héritage de ce socialiste européiste. Et en même temps, mauvais sang ne pouvait mentir. Et encore, on n'a pas encore parlé du père collabo de gauche de Jospin qui s'inscrit dans la mouvance décrite par le film Les rayons et les ombres. Et le fils Lionel, troscard atlantiste dans sa jeunesse, puis européiste à l'âge de raison. Oui, mauvais sang ne pouvait mentir. Ah, la collaboration. J'ai l'impression que c'est le fil directeur aujourd'hui. Mazarine Pinjot annule un événement littéraire dans la Sarthe après l'élection d'un maire Rassemblement National à la Flèche. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un papa décoré par le maréchal Moustache. C'est vrai que cela pose un peu comme Lionel. Oui, après la victoire du Rassemblement national à la Flèche, l'écrivaine, entre guillemets, Mazarine Pinjot annule sa venue à un événement culturel dans la commune. La fille de François Mitterrand. Dame Mazarine, fille cachée de Mitterrand, adultérine, ne vient pas à la Flèche donc, mais elle continue à fréquenter Latché où ses parents recevaient René Bousquet, organisateur de la rafle du Veldiv et de ses 13 000 morts, dont 4 000 enfants. Elle ne rembourse pas non plus les Français qui ont payé sa vie de château pendant toute son adolescence. Bref, Mazarine est une belle hypocrite de gauche. La formule lapidaire de Pierre Sautarel. Elle doit sa vie, ses privilèges et sa notoriété à un ancien adepte du maréchal Moustache, mais considère aujourd'hui comme infréquentable un élu Rassemblement national de 25 ans. Il me semble que cela s'appelle le mépris de classe. Et oui, c'est la France périphérique qui vote majoritairement RN, les oubliés justement de la politique socialo. Vous avez donc une bobo, et pas n'importe laquelle, le haut du panier de la nomenclatura socialiste, qui méprise un élu populaire de 25 ans. Cela dit tout, cela montre leur vrai visage à ces parigots à cette gauche. Le mépris de classe, poids. Et pendant ce temps-là, au château de l'Élysée. Et pendant ce temps-là, Macron décore Jean-Paul Rouve et vas-y, qu'il le tripote, qui se touche, qui le tripatouille. Franchement, le tuche rouge bisoutant le tuche d'Amiens. Mais quel symbole. Et puis, la Légion d'honneur pour Rouve. Pour quelle action méritoire? Avoir léché le pouvoir dans le sens du poil? Avoir collaboré dans les heures les plus sombres de la pandémie? Je crois que j'ai touché quelque chose. Fin de race. Voici comment ce piètre acteur de navet cinématographique qualifiait ceux qui s'opposaient à l'injection expérimentale Covid. Rouve, par son opposition virulente aux antivax et son soutien implicite à la campagne de Pchout, se voit ainsi décoré pour sa servilité. En d'autres temps, il aurait offert du beurre aux Allemands. Macron sait bien reconnaître les siens.
Il ne manquait plus que Pierre Palmade. Je me comprends, les rois de la poudre. Et oui, donc le Mozart de la faillite a décoré la serpillière Jean-Paul Rouve. Dans un contexte un peu particulier, les Français crèvent sous le poids des charges et du prix de l'essence qui s'envole. Et eux, que font-ils? Rien de tel qu'un petit cocktail onéreux entre macronistes, un beau bras d'honneur au gueux. Puisqu'on parle de Jacques Lang, le 22 mars, au MK2 Bastille, Jacques Lang a refusé de faire la queue comme tous les autres clients, en dépit du refus des caissiers de le faire entrer en priorité. L'ancien ministre de la Culture élève la voix, rappelle ce qu'il estime avoir fait pour la culture, le cinéma, et proteste alors même que le public attend depuis déjà 1 heure pour acheter ses places. Source Le Canard enchaîné. Être l'ami de Brigitte et de Geoffrey, que voulez-vous? Après, on se croit à tout permis. D'ailleurs, il n'y a même pas 2 jours, dans mon entretien d'hier, Macron rendait hommage à Jack. Mais certains m'ont écrit: il n'est pas en prison, Jack? Ai-je besoin de vous répondre après ce que je viens de vous montrer? Puisqu'on parle d'Epstein, la banque Rothschild a été perquisitionnée à Paris dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Epstein. Vendredi, donc, le siège de la banque Rothschild a été perquisitionné à Paris en présence de sa directrice Ariane de Rothschild. Cette perquisition est liée à l'enquête qui vise Fabrice Edan, un ancien collaborateur de la banque, diplomate, pour corruption d'argent public. Le diplomate aurait profité de sa position pour rendre des services à Jeffrey Epstein en échange de rétribution, possiblement en rejoignant justement cette banque. Edan est fortement soupçonné de crimes contre les enfants et il est mis en cause dans les dossiers Epstein. Ariane de Rothschild, qui était une proche de Jeffrey, n'est pas directement concernée par la perquisition. Tiens, c'est étrange. Comme le suggèrent les Epstein Files, Macron aurait servi d'intermédiaire entre Ariane et David de Rothschild pour régler leurs différends sur la demande de Jeffrey Epstein. Ariane a financé Jeffrey, c'était son homme de main. Et elle n'est pas inquiétée par la justice? Étonnant, non? Remarquez ce Fabrice Edan placé chez Ariane de Rothschild sur la recommandation de Jeffrey. Poser la question, c'est y répondre. On a tout juste le temps de reprendre son souffle et on tombe sur cette information. Brigitte Macron s'envole pour Washington, cette invitation de Melania Trump qu'elle va honorer. Brigitte Macron s'exprimera demain sur le bien-être des enfants depuis la Maison-Blanche. Jeffrey Epstein et Bibi ont-ils été invités? Plus c'est gros, mieux ça passe. En même temps, ils peuvent tout oser puisqu'ils ont les journalistes Vaseline. Brigitte Macron interviendra cette semaine à Washington sur invitation de Melania Trump pour disserter sur le bien-être des enfants. Invitée, une ex-prof qui, à l'âge de 39 ans, officiellement, s'est livrée à des actes délictueux sur un de ses élèves de 15 ans. J'avoue que je n'étais pas prêt. La journaliste Candace Owen réagit à cette annonce. Oui, elle réagit à l'invitation de Bribri demain à la Maison-Blanche pour y prononcer un discours sur le bien-être des enfants. C'est un monde incroyablement malade. Les Trump affichent leurs allégeances de plus en plus clairement. Maintenant, ils offrent une tribune à cette chose qui a agressé un mineur et qui est en train d'essayer de ruiner une citoyenne américaine pour avoir révélé la vérité au monde entier. Oui, c'est stupéfiant, comme dirait le Poudré. Et j'ai l'impression que cela devient un sport favori pour les Macron. Nous narguer. Ils peuvent se le permettre, Il n'y a plus de journalistes dans les rédactions, il n'y a plus que leurs attachés de presse. Quant aux autres contre-pouvoirs, mon Dieu, cadenassés à tous les niveaux. Oui, les Thénardier et Damien ont mis leurs hommes à tous les postes. Si il reste encore quelques fonctionnaires honnêtes et consciencieux, eh bien, c'est la porte. Richard Ferrand limoge Aurélie Bretonnot, numéro 2 du Conseil constitutionnel. 1 an après avoir validé sa nomination, Richard Ferrand a décidé de se séparer d'Aurélie Bretonnot en raison de divergences.
Aurélie Bretonneux n'est pas du genre à transiger sur la défense de l'état de droit, ni sur la rigueur du raisonnement juridique, ni sur l'indépendance de l'institution. Si c'est cela qui a dérangé, c'est un problème majeur. Que d'euphémisme, confie une haute fonctionnaire qui dit son immense perplexité. Les dernières personnes qui ne voulaient pas que cette institution se transforme en repère de scélérats et de pâtes velues sont limogées par l'escroc des mutuelles de Bretagne. C'est dans ces occasions que j'ai une pensée émue pour tous les mous du bulbe qui ont revoté Emmanuel Macron en 2022. Car on atteint des niveaux de corruption, de verrouillage des institutions et de censure qui étaient inconnus avant 2017. Regardez ce qui est arrivé sur LCI. Un journaliste dénonce la censure systématique de LCI. La chaîne a diffusé par erreur une conversation WhatsApp en direct. Siavosh Ghazi y dénonce le manque de liberté d'expression. Ne comptez plus sur moi, j'en ai marre de cette censure systématique. Cette censure est tellement flagrante qu'il n'arrive même plus à la cacher. Et qui dirige aujourd'hui la politique de la France? Ce diable de Lecornu. Oui, je sais, pléonasme. Et quand je dis dirige la politique, c'est un peu inexact. Il dirige avant tout la com de Matignon, un impuissant Premier ministre. Pour ses 6 mois à Matignon, Sébastien Lecornu a planté son arbre. Il n'a pas seulement planté un arbre, il a planté le pays. Très juste, et la séquence que je vais vous passer va le démontrer. Lecornu est impuissant à répondre aux angoisses des Français. Comment va-t-il justifier son inaction? On ne peut pas laisser s'installer l'idée que l'État serait un profiteur de crise. Bon, déjà, l'État, c'est nous tous. Si on est un peu patriote, l'État, c'est pas une multinationale. L'État, c'est pas les autres. 2, ça serait vraiment la première fois... Eh oui, laisser à penser que l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français, cela relève de la plus grande des aberrations. C'est pas faux, ils sont tellement incapables de gérer le pognon que même en étant les plus grands racketteurs de tous les temps, cela ne leur suffit pas. Et cela ne leur suffira jamais. Vous avez noté la technique rhétorique de Lecornu? On l'accuse de ne pas agir, de ne rien faire et de laisser les Français dans une situation dramatique. Il répond « on ne s'enrichit pas ». Complètement hors sujet, il ne répond pas à la question et il justifie ainsi son inaction. Bref, il ne sert à rien. Écoutez l'accusation de ce député UDR. 2,40 € le litre de carburant en moyenne, dont 1,44 € de taxes. À ce niveau-là, ce n'est pas une taxe, c'est un braquage. Le carburant s'installe comme un impôt, sans débat, sans vote, sans démocratie. Maintenant, manger ou conduire, il faut choisir. C'est la réalité du quotidien pour les Français. Et notamment pour les infirmières à domicile, pour les taxis, pour les artisans, pour les transporteurs routiers, pour les travailleurs en général. Pour les territoires ruraux, c'est la double peine. Sans voiture, vous ne pouvez pas vivre. Après, les ZFE, c'est une nouvelle assignation à résidence. Écoutez la colère qui gronde. Ne soyez pas indifférents à la souffrance du peuple de France. Écoutez les entrepreneurs. Écoutez la France qui travaille. Ils sont déjà saignés par vos impôts. Ils subissent de plein fouet votre hausse des carburants. Réservoir à sec, frigo à sec, salaire à sec, économie à sec. La France est à sec par votre aveuglement. L'augmentation du prix des carburants met un coup d'arrêt brutal à notre économie. Les Français renoncent à se déplacer et c'est l'économie qui tourne au ralenti. Pourtant, la baisse des taxes sur les carburants, vous redonneriez du pouvoir d'achat aux Français. Et c'est de l'argent qui n'est pas perdu. Au contraire, cet argent qui retourne dans l'économie, retourne vers la consommation, et c'est de la TVA qui est créée. Allez-vous enfin baisser les taxes sur les carburants comme l'Italie, l'Espagne et la Suède, passer à 5,5 €? Et la réponse du ministre Lescure de l'économie vaut son pesant de cacahuètes. Roland Lescure, ministre de l'économie, annonce la création d'un observatoire de la crise et de son impact sur les finances publiques, nouvel outil pour gaspiller l'argent public des Français, les impôts et placer les copains, les cousins et les amants.
Oui, vite, créons un comité d'experts payé 100 000 euros par an, car il n'y a pas assez de 1400 agences et ONG à la charge du contribuable. La mise en place d'un numéro vert s'impose en urgence, ainsi qu'un observatoire national des fins de mois difficiles doté d'1 million d'euros de budget. Ironie salutaire de Philippe Béchade et de Sir X. La France est confrontée à un problème gravissime. Pour le macroniste, sa mission, c'est surtout de ne pas le traiter, puisque c'est Bruxelles qui décide de tout. Oui, le macroniste est payé pour détourner l'attention, gagner du temps. Alors c'est le numéro vert, la campagne de prévention, un moratoire, un Grenelle, et là un observatoire. C'est énorme. Le macronisme, c'est bien l'art de nous prendre pour des abrutis. Ces gens sont vraiment dégoûtants. Et pendant ce temps, les Français sont face à l'impensable. 2,99 € le litre de gasoil à Val, dans les Deux-Sèvres. Et que fait le gouvernement pour arrêter ce délire? Rien. Il lance un observatoire de la crise, une bande d'irresponsables en train de nous ruiner. Même à ce prix, le peuple français ne se révolte plus. C'est à voir, car on se dirige vers une catastrophe d'un degré inconnu, même selon les experts les plus modérés. La colère va être gigantesque. Il y a malgré tout une vérité. Carburant et aide de l'État, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, assure Antoine Armand, ancien ministre de l'économie. C'est normal, tout l'argent est parti en Ukraine ou dans les politiques vertes. Il n'y en a plus pour les gueux. Je voudrais rappeler un petit souvenir. Quand Macron a ordonné ces confinements inutiles et monstrueux, et qu'il a mis en place le quoi qu'il en coûte, 500 milliards cramés. Ceux qui étaient experts en économie avaient prédit quelque chose, que lorsqu'il y aurait une vraie crise, on se trouverait à poil. Eh bien, on y est. Le Mozart de la faillite nous a amenés à ce stade. Il n'y a plus d'argent dans les caisses et on est soumis aux lois du marché. Et que fait Emmanuel Macron pendant ce temps-là? Il dépense le peu d'argent qui reste dans des fêtes somptuaires et il décore le Tuche Rouve. Si on écrivait ce genre de choses dans un film à scénario, les spectateurs diraient que c'est vraiment invraisemblable. Quant aux Français, ça y est, la colère commence. Le gasoil à 3 € le litre. 3 €. Tu fais le calcul, un réservoir de 60 litres, c'est 180 €. Un plein par semaine, c'est 720 € par mois. Plus que le SMIC net pour certains. Et l'État empoche 60% de cette somme en taxes. On te dit que c'est pour la transition écologique. Oui, 60% de taxes sur le carburant, c'est du pur racket. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Si cela continue, c'est tout l'artisanat français qui risque de disparaître. Parce que le plein de larmes, 100 € plus tard, même pas le plein. Travailler pour payer l'essence de son travail. Mon portefeuille en PLS à la pompe. Ça va mal finir, je ne le souhaite pas, mais il y a quand même des signes. Macron va-t-il laisser mourir des pans entiers de notre économie? Cela y ressemble. Quant à nos concurrents, eux, ils agissent. La carte de l'Europe est parlante. Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Hongrie, tous ont baissé les taxes sur les carburants. La France, rien, zéro mesure, nada. Pendant que nos voisins protègent leur population, le gouvernement français regarde les prix monter. Un gouvernement irresponsable et qui apparemment veut le chaos, à moins qu'il soit complètement dépassé. Et comme je disais il y a un instant, même les plus modérés sont inquiets. Croissance, inflation, pouvoir d'achat, la guerre en Iran vient percuter l'économie française. La flambée du pétrole va se traduire par un net regain d'inflation au printemps, faisant flancher le pouvoir d'achat des Français, note l'INSEE dans de nouvelles prévisions. L'impact de la guerre au Moyen-Orient sur la croissance reste à venir. Et quand Macron ne papouille pas Jean-Paul Rouve dans un cocktail onéreux, que fait-il? Eh bien, il tripote Zelensky en lui refilant nos milliards. Là encore, c'est insensé. Marine Le Pen. La France est ruinée, ça ne vous a pas échappé. Nos finances publiques, hélas, au moment où nous nous parlons,
ne nous permettent pas de faire des prêts dont nous savons pertinemment qu'ils ne seront jamais remboursés. Eh oui, l'état de nos finances publiques ne nous permet pas aujourd'hui de faire des prêts dont nous savons qu'ils ne pourront pas être remboursés et faire perdurer, surtout une guerre, qui est une véritable boucherie humaine. Eh oui, voilà, quel dommage que ce discours raisonnable n'ait pas été tenu il y a 4 ans. Et que pense Marine Le Pen du veto de Viktor Orban sur les 90 milliards de prêts? Je considère qu'il défend les intérêts de la Hongrie. Parce que la réalité, c'est que le fait d'être privé de pétrole est pour la Hongrie une problématique vitale. Et par conséquent, Et oui, est-ce qu'on peut en vouloir à un pays de défendre ses intérêts? Bien sûr que non. Intéressant. Au Rassemblement national, la ligne Mariani semble l'emporter sur les européistes Bardella-Chenu. Et Pustula dans tout ça, la Commission européenne ne soumettra plus, comme prévu initialement, le 15 avril prochain, une proposition de loi visant à interdire définitivement les importations de pétrole russe, selon un agenda législatif européen mis à jour ce mardi. Un retournement de veste très instructif. Est-ce que c'est la ligne du Premier ministre belge qui a gagné et qui veut renouer avec la Russie? À suivre. Mais attention, l'Union européenne attaque nos intérêts vitaux. L'Union européenne en mission pour empêcher la France de construire 6 nouvelles centrales nucléaires EPR2. Pourquoi sommes-nous encore dans ce machin qui nous empêche d'avancer? Bruxelles lance une enquête sur les aides françaises au nucléaire. Cette enquête de Bruxelles explique pourquoi la France est en train de sombrer. Au nom de la libre concurrence, nous sommes empêchés de financer nos industries stratégiques. C'est au-delà du crétinisme, car tous nos concurrents le font. Et en plus, libre-échange, libre-échange, libre-échange. Quota de bœuf australien importé multiplié par 10. Utilisation d'appellations géographiques autorisées. Après le Mercosur, l'Union européenne signe un vaste accord commercial avec l'Australie. Qui n'a pas encore compris qu'ils sont en mission pour détruire l'agriculture française, les artisans, les PME, pour enrichir les grands groupes et leurs propres poches des traîtres Frexit. Et ce qui est sidérant, c'est que cet accord est délétère également pour les petites et moyennes entreprises australiennes. Et puis, comment peut-on justifier un accord de libre-échange avec un pays qui est à l'autre bout du monde? 25 heures d'avion avec escale et 55 jours de mer pour un cargo pour relier par exemple Sydney-Le Havre. Et ils vont venir ensuite nous culpabiliser avec notre empreinte carbone. Sidérant. Et pourtant, si la France croyait en elle, que d'atouts, oui, si on sortait de cette Union européenne épouvantable. Un forage en Moselle confirme la présence d'hydrogène naturel. Estimation par le CNRS, 34 millions de tonnes d'hydrogène, soit l'équivalent de 5 fois la consommation d'énergie annuelle de la France. L'État français doit financer et planifier un développement rapide de ce projet. Et nous avons du charbon, nous avons également des minerais rares. Et la France a très probablement du pétrole en Guyane, estimé à 5 milliards de barils. Mais on ne peut rien exploiter à cause de la honteuse loi Hulot de 2014. Je rappelle que la France est endettée de environ 3 500 milliards d'euros. Si la France retrouvait sa souveraineté et sa monnaie, Frexit, eh bien, un gouvernement patriote pourrait de nouveau investir sans avoir besoin de l'aval de Bruxelles. Oui, on pourrait soutenir nos agriculteurs, investir dans l'innovation, les PME, l'énergie, le tourisme. Car nous avons, vous le savez, une énergie bon marché, un véritable avantage compétitif. Mais pour arriver là, il faut arriver à convaincre les Français. Autre point essentiel pour que la France se développe, le retour à l'ordre juste. Pascal Praud. Qu'est-ce qui fait qu'ils, quand ils rentrent dans leur rédaction, ils ne disent pas « on va passer ces images ». Parce que c'est contraire à leur récit dominant depuis toujours. Ils ne veulent pas considérer que l'immigration est aujourd'hui un seuil qui devient impossible à intégrer. Ils ne veulent pas voir les liens, on en parle. Eh oui, pourquoi les médias ne parlent pas des violences contre les maires sortants? Parce que ça va à l'encontre de leur propagande.
Mais heureusement, les réseaux sociaux existent. Dimanche et lundi, ce fut un véritable festival de barbarie. Regarde-moi bien, sale P. La maire de Poissy porte plainte contre le fils de Carl Olive, macroniste, pour insultes et menaces. Dimanche, à Billy-Montagny, la gauche n'a pas accepté de perdre face à un candidat du Rassemblement national après 39 ans de gestion communiste et a décidé de mettre un bordel monstre. Voilà leur version de la démocratie. À Saint-Denis, une élue PS annonce sa démission évoquant des liens présumés entre le maire de la France Insoumise, Bailly Bagayoko, et Mouloud Bézou, le commanditaire de son agression. Au bord des larmes, à la sortie de l'audience, Oriane Filol affirme ne plus se sentir en sécurité au sein du conseil municipal. Elle évoque notamment une scène où le maire et Mouloud Bézou auraient échangé longuement avant de se serrer la main. Et ça continue. À Creil, après l'élection d'Omar Jacob. À Creil, certains de ses soutiens sont partis à la recherche de l'ex-maire Jean-Claude Vimin, socialiste, dans la rue pour le frapper. Raphaël Cognier, maire sortant de Mantes-la-Jolie, insulté et humilié après le second tour des municipales, témoigne sur Face à l'info. Ma fille de 14 ans et moi avons été insultés. Mais qui a mis la France dans cet état ? Ceux qui alertent depuis des décennies sur l'irresponsabilité des élites progressistes ne sont pas surpris du désastre annoncé. Un point très important, ceux qui se font insulter, courser, sont généralement issus de l'UMPS, oui, des LR et des socialistes, qui ont soutenu pendant 30 ans le vivre ensemble. Et là, ils récoltent les fruits de leur politique bien pourrie. Ils se font même qualifier de fascistes. Si ce n'était pas en France, ce serait à se tordre. Et toujours à Saint-Denis. Municipal 2026, un syndicat de policiers municipaux exhorte les agents à quitter les villes de la France insoumise. Mais pourquoi ? Parce que les demandes de mutation affluent dans la police municipale de Saint-Denis après l'arrivée du nouveau maire à la France insoumise, Bailly Bagayoko, qui a annoncé un processus de désarmement des agents. Bravo ! Sur 140 agents de terrain, près de 90 auraient déjà demandé leur mutation. Alexandre Jardin. Magnifique. Nous touchons à l'abject, au répugnant. À Saint-Denis, sans aucun complexe, Bailly Bagayoko annonce que tous ceux qui travaillent dans le secteur communal et qui n'ont pas voté pour lui devront partir. J'attendais de voir ses premières décisions, on n'est pas déçu. Mais c'est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut faire pour la France. Des élus qui menacent, qui pourchassent le petit fonctionnaire, qui le glace. Unir son lopin de France, accueillir, embrasser l'adversaire rassuré, c'est tellement vieillot. Has-been. Merci à la France insoumise de nous rappeler que l'avenir est à la division rêche, au ressentiment teigneux, à l'exclusion des petits, à la vengeance, au tri humain des fonctionnaires. Punir la liberté de penser, c'est exemplaire. Saint-Denis va attirer des investisseurs, de l'emploi. Le business aime cette ambiance qui respire l'intelligence. Cette ville va resplendir. Bravo ! Ironie, bien évidemment. Quand même, quand on y pense, les socialistes nous ont vendu le vivre ensemble et maintenant avec la France insoumise, c'est l'épuration. Une logique qu'on avait annoncée. Mais vous le savez, on était d'horribles complotistes d'extrême droite. Quant à la merluche, je ne sais pas ce qu'il a. La bave aux lèvres. Il est homme fureur. A-t-il été mordu par un chien enragé ? Voyez. Ce soir, devant des créateurs de contenu, Jean-Luc Mélenchon sur les journalistes de Frontières. Des gens méprisables, des rats crevés, des chiens enragés. Quand on peut, on les capture. S'ils vous tapent, légitime défense. Après les blancs, tous les que vous êtes, maintenant les rats crevés. Référence d'ailleurs des heures des plus sombres de notre histoire. Il connaît ses classiques, le furieux de la France insoumise. Tiens, un lieutenant de Georges Soros confesse l'échec de la société ouverte pro-immigration. Personne n'aurait imaginé il y a 25 ans que le nationalisme serait en recrudescence. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination, ces gens de l'Open Society. C'est vrai, qui aurait pu imaginer ? Ils ont transformé notre France en narco-État.
et il s'étonne de la recrudescence des partis patriotes. Les nouvelles mairies vont finir en drame quand les réseaux criminels réclameront leur dû, que les préfets mettront leur nez dans la gabegie, que les recrutements clientélistes poseront question. Oui, ça va être quelque chose. Que se passe-t-il en France? Les données de 800 000 élèves et de leurs familles ont été volées lors d'une cyberattaque contre l'enseignement catholique. Les données de 40 000 professeurs ont aussi été dérobées. Chaque jour, nos données et celles de petits Français fuitent. Pas un mot du gouvernement. Mais après, ils vont nous faire croire que de donner une identité certifiée va les protéger. Ce sera encore pire. Fuite par incompétence, fuite orchestrée. Quand c'est aussi fréquent et multiple, ça interroge. J'ai posé la question à un expert en informatique. Vous savez ce qui m'a répondu? Pendant 10 ans, on n'a pas suffisamment investi dans la cyberprotection, du laisser-aller. Et oui, la France se tiers-mondise. Bravo Macron! Et ça continue encore et encore. Une fuite massive viserait le système d'information sur les armes. Près de 62 000 armes et les données sensibles de leurs propriétaires seraient actuellement en vente sur un forum de hackers. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer votre carte d'identité au gouvernement en septembre pour accéder aux réseaux sociaux. Elle sera en sécurité. Il faut bien comprendre, je ne suis pas du tout étonné de ce genre de choses, parce que cela fait 10 ans que les principaux spécialistes alertent, comme Alain Juillet. Voilà, c'est fait, on y est. Merci Macron. Une dernière brève. L'éducation sexuelle à l'école a donné à beaucoup d'enfants l'envie de mettre les cours en pratique et on assiste à une explosion d'agressions et de violences sexuelles entre enfants, en particulier à l'école. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais prédit cette augmentation. Non, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas devin. C'est tout simplement une loi qui est connue. En Angleterre, dans les années 90, le gouvernement avait lancé une campagne de prévention et d'information sur la sexualité pour prévenir les adolescents enceintes. Il y avait trop de jeunes Anglaises enceintes. Résultat, après la campagne d'information, le nombre d'adolescentes qui tombaient enceintes a été multiplié par 5. La raison, c'est que les ados, se croyant informés, pensaient mieux maîtriser la chose. À méditer. International. L'effondrement sécuritaire du Moyen-Orient provoque un exode financier sans précédent vers l'Asie. Alors que Dubaï subit les frappes iraniennes et que son aéroport est touché, les capitaux mondiaux fuient massivement vers Hong Kong ou Singapour. La cité-État chinoise Hong Kong explose tous les records avec 35 trillions de Hong Kong dollars sous gestion et un afflux de richesses transfrontalières qui égale désormais celui de la Suisse. Les family office réallouent déjà 15 à 20% de leurs actifs vers Hong Kong pour échapper au chaos géopolitique du Golfe. Brian Cheng confirme une guerre des talents brutale. Cette année, la bataille pour les top talents sera la plus intense depuis des années. UBS, BNP Paribas et DBS lancent des recrutements massifs pour absorber ce tsunami de liquidités venant du Moyen-Orient. Pendant que les drones explosent sur les hôtels de luxe à Dubaï, Hong Kong s'apprête à devenir le premier centre mondial de gestion de fortune. Est-ce la fin définitive du rêve de Dubaï comme refuge sécurisé pour les millionnaires? C'est affreux à dire, mais dans une guerre, il y a les morts et il y a les gagnants qui s'enrichissent. Révélation explosive, les données montrent qu'une transaction pétrolière, je vous en parlais hier, confirmée par le Figaro, colossale de 580 millions de dollars a eu lieu exactement 15 minutes avant que Donald Trump ne publie son tweet sur la suspension de la guerre contre l'Iran. Un initié vient de faire fortune. La corruption est flagrante. Ce qui s'est passé en effet lundi soulève bien des questions. Vous vous rappelez que la semaine dernière, plus personne ne croyait à la com de Trump. Il changeait d'opinion et de narratif toutes les 45 minutes. Les marchés n'étaient plus rassurés et le baril s'envolait vendredi vers les 120 $. Qu'a fait Trump lundi? Il annonce une trêve et possiblement la paix. Les marchés financiers de nouveau repartent à la hausse et le baril de pétrole du Brent tombe en dessous des 100 $. Est-ce que c'est un coup de bluff? Car l'information est un peu incohérente. Mon fil d'actu est schizophrène. Ils annoncent le déploiement de troupes US et juste en dessous,
Trump annonce qu'il a gagné la guerre, posté quasi au même moment, et quand est-ce que cette folie s'arrête ? Dans la presse, il y a donc ceux qui pensent que c'est un coup de bluff de Donald Trump et ceux qui pensent que Trump a perdu la guerre et qu'il est obligé de signer un traité de paix. Nucléaire, missiles et détroit d'Ormuz, Washington propose un plan en 15 points à Téhéran pour mettre fin à la guerre, selon la presse américaine. L'équipe de Trump fait pression pour un accord cadre, donc rapide avec l'Iran, un cessez-le-feu d'1 mois, suivi de négociations sur un plan en 15 points. Interdiction de l'enregistrement, démantèlement des sites clés en échange de la levée de toutes les sanctions et soutien au nucléaire civil. Ce qui est sidérant, c'est que l'Iran était prêt à signer un accord qui ressemble à ce plan en 15 points. Mais attention, l'Iran émet quelques conditions. Pour commencer à discuter, Téhéran récuse Witkoff et Kushner et précise avec quel négociateur américain il peut causer. J.D. Vance. Pourquoi ? Parce que J.D. Vance a déclaré qu'il n'y avait aucune chance que Washington s'engage dans une guerre prolongée au Moyen-Orient. Quant à Witkoff et Kushner, ils défendent trop les intérêts israéliens. Si c'est la solution prônée par Donald Trump, cela signifie la défaite. Et oui, journaliste de la BBC, Trump a reculé face à l'Iran et a accepté la défaite. Frank Garner, journaliste de la BBC, l'Iran a menacé les pays du Golfe de détruire leurs installations de dessalement de l'eau. Sans eau, les pays du Golfe s'effondreraient en quelques jours. Les pays du Golfe ont demandé à Trump d'arrêter. Une humiliation totale pour Washington. Cette brève aurait tendance à confirmer cette version. Trump affirme que les États-Unis négocient en ce moment avec l'Iran, qui leur a offert un très gros cadeau. Mais il y a également cette version. Un reporter démasque la supercherie. La pause de 5 jours annoncée par Trump sur les frappes contre les centrales électriques et infrastructures énergétiques iraniennes correspond exactement au temps nécessaire pour déployer des milliers de marines US, environ 2500 soldats supplémentaires dans la région. Il s'en est servi pour manipuler le marché. Juste après l'annonce, le pétrole a plongé jusqu'à moins 10%. Les actions ont rebondi et le dollar a chuté. Et à la télévision, il y a des gens qui défendent la guerre à outrance. Le général Kess Kellogg pense que la meilleure stratégie est d'attaquer l'île de Karg en misant sur une offensive à outrance permise par l'enthousiasme de ses troupes. Bref, un mélange de Nivelle au chemin des dames et du capitaine Stark dans les tuniques bleues. Je pensais que les généraux de plateau TV qu'on nous servait sur LCI et BFM VC étaient les plus stupides du monde, mais je vois qu'il y a du très haut niveau outre-Atlantique. C'est tellement débile qu'on ne sait pas quoi penser. Pour mémoire, les troupes iraniennes ont tenu face à des troupes irakiennes dans les années 80 supérieurement armées. Et des soldats américains sur le sol pourraient faire de très beaux prisonniers. Une affaire à suivre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Où va notre argent ? Kiev s'est hissé à la 3e place en Europe pour les ventes de voitures Bentley de luxe, annonce le directeur régional du constructeur, Richard Léopold, lors de la remise des prix Best of the Best à Marbella. L'argent des contribuables européens a été bien utilisé. BMW et Mercedes également se félicitent. Changement de saison sur LCI. Les Iraniennes de plateau ont éclipsé les Ukrainiennes de plateau. Pour les mêmes raisons, le traitement émotionnel de l'information au détriment de sa compréhension et surtout la manipulation du public. Dans une certaine mesure, LCU est redevenu LCI. N'oubliez pas votre empreinte carbone. Attention, je vais vous culpabiliser. Guerre au Moyen-Orient, 5 millions de tonnes de CO2 ont déjà été émises selon un rapport. Coup dur pour Monsieur Moyen, qui va devoir prendre des douches plus courtes, optimiser ses déplacements et manger des steaks de soja pendant 10 ou 15 millions d'années pour compenser. Les élections présidentielles ont commencé. Peste du Benet. Ce lundi, dans la grande matinale de France Inter, Raphaël Gluglu. Legrand et Cohen l'ont promis. Gluglu est vendable aux normistes de centre-droit, au centre-gauche qui écoutent France Inter. Il faut donc leur servir ce produit frelaté matin, midi et soir. Et sur TF1, on a Édouard Philippe. À coup de sondages bidons et de propagande, ils veulent nous imposer le bourreau des Gilets jaunes comme une évidence. Certains marcheront encore dans leur combine, mais beaucoup d'autres ont compris. 46% pour Édouard Philippe. On y croit.
Comme disait Belmondo dans Le Magnifique, la routine, mon colonel, la routine. Un SDF de 28 ans menace des femmes chrétiennes au couteau. Relâché, il est interpellé à nouveau dans une basilique avant son procès. Un homme qui attaque des chrétiennes au couteau, qu'on laisse en liberté et qui récidive. Même sur F de souche, ça ne buzz plus. Attention, la blague du jour avec un macronard. Tous ceux qui défendent la liberté, j'ai envie de travailler avec eux. Il est temps de libérer le pays. Dixit, un macronard qui a défendu le pass sanitaire et a voté les budgets macronistes. Ah, on sent qu'ils essaient de traverser la rue. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.